Ok, je vais commencer. Mhm. Ouais, c'est bon. Donc, on vient de visionner le film. Donc, je voulais vous présenter Lucas un petit peu avant de commencer. Donc, Lucas est journaliste indépendant et réalisateur. Il est sorti de l'ESJ en 2013. Il a fait plusieurs films sur des sujets de société comme l'immigration ou l'éducation, comme on vient de voir avec Regarde-nous au cœur d'une classe média. Il travaille sur l'éducation aux médias depuis plusieurs années. Donc, il a notamment fait une des premières résidences de journalistes à Roubaix. C'était un territoire pilote sur l'éducation aux médias et où il y a eu vraiment les premières résidences. Donc, c'est vrai que nous, en Bretagne, on n'a pas de résidence. En fait, les DRAC d'une région à l'autre vont financer des projets différents. Donc, j'ai l'impression qu'en Bretagne, ils font plus le choix de financer plusieurs projets jusqu'à une soixantaine d'heures, alors que les résidences, on est vraiment sur des projets plus longs où les médias, où les journalistes vont être là sur plusieurs mois. Ils ne travaillent pas forcément à temps plein là-dessus, mais voilà. Donc, Lucas, il a fait une des premières résidences à Roubaix. Il a aussi fondé La Friche, un collectif de journalistes indépendants qui sont engagés dans l'éducation aux médias. Et donc, via ce collectif, il a fait plusieurs projets d'éduc média, dont notamment, je vous enverrai les liens, il a fait une web-série, Médias, les quartiers vous regardent, donc mêlant une web-série et un cycle d'éducation aux médias avec des jeunes de quartiers populaires. Il organise des formations, l'école libre de l'éduc média, à laquelle Géraldine, je pense que tu as participé. Tu avais fait une école libre. J'ai suivi effectivement des formations que donne la friche, dont Lucas, effectivement. Et c'est vrai que même si ça a été fait vidéo, là encore, ouais. C'était vraiment génial. On apprend plein de trucs avec eux. Donc, voilà. Ouais. C'est vraiment participatif. Voilà. Merci. Super. Et donc, ils vont aussi publier en 2021 le petit manuel critique d'éducation aux médias qui a été fait donc par des gens de la friche et en collaboration avec un laboratoire de recherche de Lille. Et donc, c'est un livre qui donne des retours d'expérience d'éduc média et des textes d'analyse de chercheurs. Donc, moi, j'ai découvert la friche sur les réseaux sociaux, je pense, l'année dernière. Par le biais de ça, j'ai vu que Lucas avait fait ce documentaire, donc je l'avais contacté parce qu'il était déjà plus en ligne. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous faire découvrir le film parce que je trouve que pour ceux qui n'ont pas fait de l'éduc média encore, c'est vraiment un bon moyen de se plonger au cœur d'un projet d'éducation aux médias sur le long terme, de voir tout ce qu'on peut faire avec les élèves. Même pour ceux qui en ont fait, dont moi j'en fais partie, moi j'ai fait plutôt des projets de presse écrite. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir un projet radio, de se rendre compte combien ça apporte aux élèves aussi au niveau de la prise de parole. Voilà, donc ça c'était intéressant pour ce côté-là sur le documentaire. Donc on va parler du documentaire avec Lucas. J'avais aussi envie de le faire venir et de discuter parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'éduc média depuis longtemps et qui a forcément du recul, des choses critiques aussi à dire sur certains projets d'éduc média et tout ça. Donc, dans cette idée de prendre un peu de recul aussi sur nos pratiques et de réfléchir à ce qu'on fait. Donc, voilà. Voilà, donc pour commencer, on va parler du film d'abord. Donc Lucas, toi, tu les as suivis pendant 1 an, les élèves. Pour toi, qu'est-ce que ça leur a apporté, cette classe média? Qu'est-ce qu'ils ont appris au fil de cette année? Comment tu les as vus évoluer? Bonsoir tout le monde. Déjà, je voudrais commencer par m'excuser de ne pas être là physiquement, parce que ça aurait été plus sympa. Mais en fait, la raison pour laquelle j'étais pas là a aussi un lien avec nos discussions de ce soir, parce que du coup, je fais un film sur la suite de Regarde-nous, où je vais suivre 2 jeunes de la classe en particulier pendant plusieurs années, Mariam et Absa. Et en fait, du coup, je les vois chaque mois pour 1 ou 2 jours de tournage. Et il se trouve que Mariam était invitée à participer à une émission de France 4 aujourd'hui. Et donc, on a calé avec ma prod une journée de tournage aujourd'hui. Et du coup, je l'ai suivi et je l'ai filmé en train d'aller expliquer à des adultes comment faire face aux fake news sur un plateau de France 4. Donc, c'était assez chouette. Et donc, pour répondre à ta question, euh, alors, moi, j'ai un regard particulier parce que déjà, je ne sais pas si j'aurai la même réponse
que quelqu'un qui les a pas… comment dire? Parce que moi, j'ai la casquette en fait journaliste qui fait de l'EMI et la casquette réalisateur dans le cadre de ce film-là. Et donc, pour le journaliste qui fait de l'EMI, je dirais que ça leur a apporté en fait une ouverture sur plein de choses. Déjà, ça les a emmenés, première chose peut-être, ça les a emmenés dans des lieux où ils ne seraient pas allés eux-mêmes. Et en fait, la radio et les médias de manière générale sont quand même un prétexte assez intéressant pour juste aller discuter avec des gens avec qui ils ne seraient pas allés discuter, aller interviewer des gens, aller se saisir de sujets dont ils ne se seraient pas saisis. Ça, c'est le premier truc. Donc, en fait, ça les a ouverts quand même sur tout un territoire ou d'autres endroits où ils ne seraient pas allés. Le deuxième truc sur le regard spécifique lié aux médias, c'est difficile de répondre avec une généralité parce qu'en fait, il y a des élèves qui étaient fans de médias au début de l'année, qui étaient un peu désillusionnés à la fin, comme Flora, par exemple. Et il y a d'autres élèves qui en avaient un peu rien à faire, comme Afsa, et qui se sont en fait finalement révélés être des boulimiques d'infos à la fin de l'année. Donc je dirais que ça les a aidés à construire un rapport à l'info qui est singulier à chacun d'entre eux, mais en tout cas ça a clairement participé à cette démarche. Sur des trucs un peu plus basiques, je pense que toute la classe est beaucoup plus en alerte sur la question des fake news et des théories conspirationnistes. C'est clair que en fait, ils ont tous des réflexes, tous et toutes maintenant des réflexes que d'autres classes n'ont pas. Et la dernière chose, peut-être que moi je trouve que, non, encore une, je trouve que ça leur a permis aussi de poser leur voix sur des questions politiques. Encore une fois, les médias et la radio étaient un prétexte dans ce cas-là, mais sur les questions de genre, sur les questions de discrimination territoriale, sur les questions de harcèlement, sur les questions d'obésité, en fait, ça a été un espace de développement d'une pensée politique et de développement d'une pensée critique qui, je trouve, manque à l'école, manque au cadre scolaire de manière générale aujourd'hui. Et enfin, le dernier truc, et là, du coup, je reviens plus à la casquette de réalisateur, mais en fait, comme moi, je les interviewais tout le temps et je les filmais tout le temps et je leur montrais des images et qu'on en discutait tout le temps, je trouve que ça leur a amené une réflexivité sur leur propre pratique qui était assez poussée, quoi. Et encore aujourd'hui, là, avec Mariam, par exemple, en fait, je lui montre toutes les images que je fais d'elle. Je lui ai posé des questions sur l'émission, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé des questions qu'on t'a posées, qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as répondu. Et du coup, en fait, ce genre de dispositif, plus le fait d'avoir fait un film, ça a vraiment accéléré en fait, le processus de réflexivité qu'ils vont avoir sur leur propre pratique d'info. Voilà. Pardon, j'ai fait une super longue réponse. Non, non, c'est très bien. Tu as passé beaucoup de temps ou pas? Parce que on se dit, moi je sais que pour faire de la télé, interviewer des ados comme ça, c'est pas toujours facile. On voit que c'est marrant que tu parles de Marianne parce qu'à la fin du film, c'est ce que je leur disais, elle est géniale. Voilà, elle est hyper à l'aise assez vite. Enfin voilà, est-ce que tu as passé beaucoup de temps? Ça a été dur de les faire parler justement? Encore une fois, je pourrais pas comment dire, avoir la même réponse pour chacune des élèves. Parce que en fait, Mariam, pour le coup, dès le début de l'année, elle s'est mise à me coller parce qu'elle voulait faire de la vidéo et du journalisme. Donc en fait, elle était tout le temps dans mes pattes. Et du coup, au bout d'un moment, pour me libérer un peu, je lui ai donné une caméra en fait. Je lui ai donné une deuxième caméra. Donc il y a il y a quelques doubles plans d'interview que vous voyez, c'est elle qui filme. C'est pour ça qu'elle est au générique d'ailleurs. Mais c'était un peu pour aussi qu'elle me colle un peu moins. Et puis après, assez rapidement, Mariam, j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses grands frères. Donc j'ai pu aller tourner chez elle. Et après, elle a un peu, eu un rôle de passeuse entre moi et le reste de la classe. Ça, c'était assez chouette. Donc c'est souvent, par exemple, quand je voulais organiser des tournages ou quand je voulais leur proposer qu'on se retrouve à des endroits, souvent je passais par Mariam et ensuite Mariam demandait à tout le monde et organisait le truc toute seule, quoi. Et après, sur la question de la durée, en fait, j'ai commencé à tourner le premier jour de cours, la rentrée, qui n'est pas dans le film, le jour de la rentrée, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi avec ma caméra. Mais le jour de la rentrée, c'était super intéressant parce que tous les élèves ont dit, enfin, quand Rachid et Mathieu ont dit qui est-ce qui est content d'être dans la classe média, personne n'a levé la main. Et il y avait genre un tiers de la classe qui voulait partir, quoi, qui voulait quitter la classe média. Alors qu'à la fin, ils étaient tous à fond dessus. Et, et du coup, j'ai filmé à partir du premier jour et j'ai arrêté de filmer les cours à partir de mars. Et après, j'ai refilmé certaines élèves en avril. Et après, mai, juin, juillet, ça a été le montage. Mais je connaissais Mathieu et Rachid d'avant.
Donc ça faisait depuis 1 an en fait qu'on parlait de ce film et qu'on s'était dit qu'on le ferait avec la classe de la rentrée suivante et qu'on voulait les suivre pendant longtemps parce qu'on voulait au moins 2 émissions de radio. Ça, c'était un truc très important pour Rachid parce que selon lui, en fait, tous les élèves qui sont pas dans le projet, qui sont un peu en décrochage de l'école, en fait, il y a un déclic qui se passe à la première émission de radio. Et du coup, souvent, en fait, la première émission de radio, il y a des candidats pour être rédacteur et rédactrice en chef. Donc là, c'était Flora et Quentin. Et la deuxième émission de radio, on ne voit pas l'élection de mémoire dans le film, mais c'est candidature libre, en fait. Enfin, c'est pas candidature libre, c'est élection libre. Il n'y a pas 100 candidats. Et, euh, et donc, non, en fait, je crois que je confonds, c'est l'inverse. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la deuxième émission de radio, le rédacteur et la rédactrice en chef, souvent, c'est des garçons ou des filles qui sont très timides et qui n'ont pas forcément émergé en fait, assez rapidement. Et donc, en fait, qui ont été marqués par la première émission de radio et qui se sont révélés sur le long terme. Qu'on ne pouvait pas savoir dès le début de l'année qu'en fait, ils seraient à fond dans le projet média à la fin de l'année. Et du coup, ils tenaient à ce qu'on ait ces 2 émissions de radio-là. Et du coup, moi, j'ai suivi leur sensation, enfin leur feeling. Et donc, on a tourné jusqu'au mars-avril, quoi. Mais donc, pour faire 2 émissions, là, j'entendais au niveau je réécoutais dans le documentaire, la première est le 12 novembre, la deuxième le 4 février. Ils ont vachement de cours, enfin, ça leur prend beaucoup de temps quand même. Tu t'es allé à chaque fois ou pas forcément? Alors, en fait, ils ont un cours de médias tous les lundis. Enfin, ils avaient un cours de médias tous les lundis pendant 2 heures. Et après, en fait, le principe des classes médias, du coup, c'est que du coup, il y a ce cours de 2 heures. Et ensuite, tous les profs qui sont les profs de la classe média s'engagent à utiliser les médias dans leurs cours. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit le prof de maths en fait faire un cours d'éducation aux médias. Mais c'était pareil en SVT, c'était pareil en anglais, c'était pareil en français, etc. Et donc, en fait, souvent, je venais le lundi. Et si je savais que un autre jour de la semaine, il y avait des profs qui avaient prévu de faire des médias dans leurs cours, j'y allais aussi. Et après, Rachid et Mathieu, ils s'arrangeaient pas mal avec l'emploi du temps. Et donc souvent, en fait, ils calaient des journées où ils partaient en reportage avec les jeunes, etc., ou des demi-journées. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties aussi. Et donc j'allais suivre chacun de ces moments. Mais en fait, de manière générale, pendant 6 mois, j'ai tourné 2 jours par semaine. Donc j'ai Ok. eu 90 heures de rush. C'était Ouais. l'enfer. Non, le montage, c'était l'enfer. C'est bien d'entendre que, comme tu dis, qu'ils arrivaient à s'arranger avec l'emploi du temps, parce que c'est un des questionnements qu'on a des fois quand on commence nos projets. C'est vrai de se dire, enfin, des fois on tombe sur des établissements où tout est compliqué et tout, donc comme quoi c'est voilà, d'un prof à l'autre, d'un établissement à l'autre, on peut faire des choses, on peut faire sortir les élèves, etc. Et ben, Et pour rebondir là-dessus, pardon, je te coupe, mais juste, ils viennent de changer de principal, le collège, et le nouveau principal, il est pas du tout dans le projet média, et donc Mathieu, il est déprimé parce que il veut relire tous les sujets avant l'émission, toutes les chroniques, tous les trucs, et donc en fait, c'est un casse-tête pour organiser n'importe quelle sortie, et donc là, cette année, il galère avec la classe média. D'autant plus que Rachid est parti, il a été muté en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, en fait, un principal change et tout change, quoi. carrément. Là, on est plus sur le pratico-pratique, mais c'est vrai que c'est important aussi. Selon l'équipe ou le principal qui est là, on va pas du tout pouvoir faire les mêmes choses et avoir la même liberté. Et juste pour finir, en tout cas moi, pour finir sur le film, après vous aurez peut-être des questions sur le film. Euh, Nous, là, on est plus sur des projets co-construits, quoi, journaliste, prof. Là, on voit bien, la journaliste, elle vient juste parrainer au début, à la fin, quoi. Sinon, on a 2 profs hyper autonomes et très. Tu sais comment ça s'est construit pour eux? C'est un projet qu'ils ont fait depuis longtemps. euh, Enfin voilà, on les sent très à l'aise avec l'outil radio. Alors, ben, peut-être pour commencer, euh, pour te répondre là-dessus, en fait, déjà, faut préciser que ce genre de projet, il tient vraiment quand tu as des profs qui sont hyper motivés, quoi. En fait, Rachid, il faisait du montage chez lui, il faisait les plannings d'émissions, il organisait tout. Enfin, c'est vrai, Mathieu et Rachid, ils ont vraiment enfin, ils bossent beaucoup plus que ce qu'on attend d'un prof traditionnellement. Ce qui peut aussi créer pas des jalousies, mais des tensions au sein du corps enseignant parce que, en fait, ils mettent un niveau d'exigence pour leur projet qui est tel que il y a certains enseignants parfois qui râlent un peu, quoi. Mais après, en fait, ça tient aussi au fait que, en fait, Rachid, il était dans un autre bahut.
un autre collège de Lille avant, et il faisait déjà de la radio. En fait, Rachid, il vient de la radio. En fait, il est breton, il vient de Brest. Et en fait, il avait participé plein de fois au festival Longueur d'onde, il avait fait des fictions radiophoniques. Enfin, c'est un passionné de son. Il a un matos de son incroyable. Et il fait On des... comprend mieux, ouais, tout Ouais. s'explique. Et donc lui, petit à petit, il a commencé à développer des projets radio avec ses élèves, etc. Et en fait, il est arrivé à un moment où il rêvait, enfin, il avait vachement envie d'avoir un endroit où il pouvait approfondir tout ça et avoir en fait un cadre qui lui permettait de faire décoller en fait ce qu'il faisait par petites touches précédemment. Et Mathieu, il a raté les concours d'école de journalisme il y a une dizaine d'années et je pense que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée parce que du coup, il est devenu prof doc. Mais c'est un passionné des médias. Il est abonné à, je sais pas, 12 médias différents. Il lit tout. Il est vraiment à fond. Et c'est aussi un mec qui est hyper engagé dans la vie locale, à Tourcoing. Il est président de la Maison des associations. Il soutient un nombre de projets associatifs, militants, culturels, délirants. Et c'est plutôt un prof qui vient de l'éducation populaire, donc qui est plutôt inspiré par l'éducation populaire. Donc pas forcément, justement, lui, le CDI, enfin l'espace du CDI, ça lui plaît parce que c'est un espace d'expérimentation, quoi. Et en fait, ils se sont rencontrés, Mathieu et Rachid, en formation. Euh, ça a tout de suite accroché. Et donc, en fait, Mathieu a tout fait pour que ce soit Rachid qui ait le poste de prof d'histoire géo en fait, l'année d'après. Et ils ont décidé de monter la classe média. Et quand je la filme, c'est la 4e année de classe média. Et ce qui est assez intéressant parce que du coup, moi, je connais les élèves de la première classe média. Et en fait, c'est là où tu vois l'impact d'un projet sur le temps long, quoi. C'est-à-dire que les élèves de la classe média, la première, aujourd'hui, ils sont en terminale ou en première année de fac. Et il y a des Mariam et il y a des Hafsa et qui ont, en fait, qui aujourd'hui sont encore plus puissants parce qu'en fait, ils ont gagné en maturité et ils ont continué à s'engager, etc. Et pour vous donner une petite anecdote là-dessus, après la première année de la classe média, les jeunes, du coup, ils étaient en seconde, ils ont créé une association, une junior association qui s'appelle les explorateurs de l'engagement, et où en fait, ils voyagent dans différents pays européens pour aller à la rencontre de jeunes engagés. Et ils font des émissions de radio et des reportages. Et Mathieu, est du coup, est le président de cette association-là. Et même les lycées en fait autour du collège sont venus voir le collège en lui disant c'est qui les énergumènes que vous nous envoyez? Ça fait 2 semaines qu'ils sont en cours, ils veulent déjà monter des projets radio, etc. Et les lycées n'arrivent pas forcément à suivre l'engouement que la classe média a créé, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur le film? Je pense qu'après, on va avoir une partie plus sur l'affiche, l'éduc média et le bouquin, mais est-ce que vous avez des questions sur le film? Ah, moi, j'en avais une. Yes. Ça Euh, va, Baptiste? quelle est la part de spontanéité et la part de mise en scène, entre guillemets, dans le documentaire? Parce qu'on a des scènes, par exemple, le conseil de classe ou quand le jeune qui a été rédacteur en chef Mhm. dans la première émission, qui est susceptible d'être envoyé. À un moment donné, on se posait la question, est-ce que ce dialogue-là, il est improvisé ou bien est-ce qu'il a été organisé pour, voilà, et on prend que le meilleur moment? Alors, il y a une seule scène dans le film qui est mise en scène. C'est la scène où Mariam et Hafsa sont à la médiathèque en train d'organiser le voyage à Paris. Parce que, en fait, cette scène-là, elle s'est passée pendant les vacances scolaires. Elle s'est vraiment passée, mais elle s'est passée pendant les vacances scolaires. Et moi, j'étais au téléphone avec elle, mais du coup, j'ai pas pu filmer la scène. Donc, je leur ai demandé de rejouer la scène pour pouvoir la filmer. Ça, c'est la seule scène le seul moment qui est mis en scène. Après, sur tout le reste, bon, bien sûr, il y a du montage de fou. Enfin, j'avais 90 heures de rush, donc il y a des moments, en fait, il se passe 1h45 et en fait, il y a 15 secondes dans le film. Mais par exemple, pour Quentin, c'est assez incroyable cette histoire-là. C'est qu'en fait, Quentin, à un moment donné, on a une discussion après le fait qu'il soit rédacteur en chef, où je lui dis, Quentin, on a tout de suite accroché. À l'époque, il voulait devenir journaliste aussi, donc on a bien accroché. Et en fait, il y a un moment où moi, je lui ai dit que je pensais que voilà, il avait plein de choses à dire, notamment sur les questions voilà, de harcèlement, etc. Et je lui ai proposé d'écrire un article pour le publier sur un site qui publie des articles de jeunes qui s'appelle Zone d'expression prioritaire, la ZEP. Et en fait, je me suis dit, bon, je dis ça, mais ça se trouve, il ne le fera pas et tout. Et en fait, le lendemain, il m'a amené un article.
et qui est l'article qu'il lit dans le film. Et donc ça, c'était pour le coup complètement improvisé, quoi. En fait, il est arrivé au CDI et moi j'étais là, j'avais la caméra et il a dit ouais, j'ai écrit mon texte, est-ce que je peux te le lire? Et j'ai dit bah ok, est-ce que je peux tourner? Et puis ça s'est fait comme ça. Et après, juste pour aller dans ton sens quand même, il y a un moment donné où ils ont quand même capté la caméra. Enfin, en fait, au début, ils étaient hyper stressés avec la caméra. Ensuite, ils l'ont complètement oublié. Et il y a un moment donné où ils ont commencé à jouer avec. Et donc, Mariam, notamment, elle est hyper forte là-dedans, où elle savait très bien, elle me donnait, par exemple, la première scène du film, où elle est dans sa chambre. En fait, je lui pose une question, et en fait, elle me répond, et puis je lui repose la question, et elle me dit, ah oui, ok, j'ai compris. Et là, elle me répond, elle me répond un truc. Et en fait, au bout d'un moment, ils avaient vraiment enfin, c'était quoi c'est pour ça que je parle de réflexivité beaucoup, quoi. C'est parce qu'ils avaient compris, quoi. Et alors, j'avais une deuxième question et après je laisse la parole aux autres. Tu as parlé au tout début que dans le groupe, dans la classe, il y a certains qui ont eu de la désillusion à la fin de l'année. Mhm. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Qu'est-ce qui les a, en quoi cette expérience a créé de la désillusion chez eux? Mm. Bah, alors, il y a deux trucs. Déjà, il y a ceux qui. Bon, en fait, c'est un peu de ma faute, mais pas complètement non plus. C'est aussi un peu à cause du dispositif classe média. Mais en fait, le dispositif, il fait quand même émerger des personnalités. Et moi, je me suis appuyé sur l'émergence de ces personnalités pour construire les personnages de mon film, quoi. C'est-à-dire Flora, Quentin, Mariam, Afsa, etc. Et donc forcément, en fait, il y a des élèves qui n'arrivent pas à se saisir du cadre pour s'exprimer et qui du coup sont frustrés parce qu'il y en a d'autres qui prennent beaucoup de lumière. Et en fait, ce truc, c'est-à-dire après chaque projection, les gens, ils sont toujours quand même assez fascinés par Mariam. Et Mariam, elle prend beaucoup de lumière et dans la classe, ça a aussi pu embêter certaines personnes et du coup créer un espèce de rejet sur en fait les médias ou la radio, ça ne sert qu'à ceux qui veulent s'exprimer, qui sont déjà très bons là-dedans, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième exemple, c'est que quand on a été visiter des médias à Paris, on a eu des mauvaises expériences. Donc il y en a une qui est racontée dans le film, c'est Europe 1. Il y en a une autre qui n'est pas racontée dans le film, qui est une émission de Paris Première, où en fait les élèves, ils ont entendu des trucs un peu choquants, quoi. Donc pour Europe 1, c'est qu'on s'est moqué d'eux, et pour Paris Première, c'est que c'était une émission en fait pleine de blagues sexistes, islamophobes, etc., quoi. Et donc ça les a vachement choqués. Et donc des élèves, genre, pour prendre un exemple en particulier, Flora, elle est fan d'Europe 1. Elle est vraiment ses parents écoutent ça depuis qu'elle est petite. Elle met Europe 1 quand elle fait à manger. Elle met Europe 1 dans la voiture. Elle écoute tout d'Europe 1. Elle connaît toutes les émissions. Et en fait, elle était dans le public quand il y a eu le truc avec Anne Romanoff et qui se sont moqués de Lucas. Et du coup, elle, ça l'a dégoûté, quoi. Ça l'a vraiment désillusionné là-dessus, quoi. Après, il y en a aussi que je pense qu'il y avait une image un peu sacralisée des médias et que voir l'envers du décor, ça les a, enfin, ça a cassé un peu le mythe, quoi. Oui, Stéphane de Vandeuve, j'avais deux questions, Lucas. La première, Ouais. c'est le reportage a duré 1 an, mais avant de pouvoir démarrer, combien de temps de préparation, d'approche? Est-ce que l'éducation nationale a été assez réactive là-dessus ou est-ce que ça a été vraiment des travaux de longue haleine? Puis j'aurai une deuxième question après. Ok. Alors pour te répondre là-dessus, euh, en fait, vu que le projet il a émergé avec Mathieu et Rachid, c'est-à-dire que en fait, moi, c'est à un moment donné, il y a une boîte de prod que je connaissais pas qui est venue me contacter pour me dire, voilà, on aimerait bien faire un film sur l'éducation aux médias, est-ce que ça t'intéresse? À quoi est-ce que tu penses? Et moi, j'ai tout de suite pensé à Rachid et Mathieu, donc j'ai été les voir et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous brancherait qu'on fasse quelque chose, qu'on réfléchisse quelque chose ensemble? Et le principal a été dans la boucle hyper vite. Donc en fait, le collège, il était super partant. Et en fait, par le fait que du coup, nous, les cadres de la friche, on est dans le Nord, qu'on est impliqués dans plein d'endroits, c'était assez bien perçu, quoi. En revanche, le rectorat m'a mis des bâtons dans les roues de fou, quoi. J'ai mis 6 mois à avoir l'autorisation de tournage. Et donc ça a été une vraie galère, parce que du coup,
coup, l'Académie de Lille, ils étaient vraiment en mode on ne veut pas de BFM chez nous. Et avec des clichés et des préjugés sur les médias délirants. Et du coup, j'ai dû cravacher pour avoir l'autorisation de tournage. Mais une fois que je l'ai eu, c'était bon. Tout s'est bien passé. Cravacher, ça veut dire quoi? Il fallait remonter jusque tout en haut ou alors concrètement, Ça c'est veut quoi? dire que je les ai harcelés téléphoniquement, si on peut être clair. Mais en fait, le gars ne voulait pas me répondre. Et donc, c'est-à-dire en fait, il n'a pas répondu. C'est pas toi, c'est pas moi, journaliste, qui ai fait la demande au rectorat, c'est le principal qui l'a faite pour moi. Et il refusait de répondre, il répondait pas. Donc moi, j'appelais. Je suis passé par un inspecteur, en fait, l'inspecteur chargé de l'EMI de l'Académie de Lille, que je connaissais bien, qui savait ce qu'on faisait et qui nous aimait bien, et qui, lui, a été râlé pour moi tout en haut. Et donc, j'ai obtenu un refus, puis j'ai obtenu un rendez-vous grâce à cet inspecteur. Et lors du rendez-vous, j'ai vraiment joué du violon, quoi. Mais finalement, ça a marché. Bonsoir Lucas, Julie. En fait, je voulais savoir dans ce projet-là, mais aussi de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour impliquer absolument tous les élèves? Parce que c'est pas possible de faire 20 ou 30 chroniques dans une émission radio ou 20 ou 30 articles papier. Et en même temps, comme tu le disais, il y a des traits de caractère différents. Et comment faire en sorte que tout le monde trouve sa place là-dedans, quoi. Et je me demande comment réussir à trouver peut-être des productions finales adaptées aux traits de caractère, peut-être des élèves. Enfin voilà, avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus. Ouais, ça marche. Alors, le pari de Rachid et Mathieu, c'est que tous les élèves participent à l'émission. C'est-à-dire que il n'y a pas un élève qui n'a pas participé, ou une élève, que ce soit dans les interviews, dans les chroniques, dans les reportages, dans la présentation ou dans la technique. Ils ont tous et elles ont toutes un rôle. C'est-à-dire que personne n'est laissé de côté. Après, naturellement, en fait, il y a des élèves qui se détachent et des élèves qui prennent beaucoup plus de responsabilités. Et en fait, ce qu'essaye de faire Rachid et Mathieu, c'est de les raccrocher à un moment ou à un autre. Souvent, la première émission, ça raccroche. Certains, le voyage à Paris, ça les a raccrochés. Ou certains, en fait, il y a un reportage qui leur tenait à cœur, à fond, et du coup, ça les a accrochés. Mais bon, moi, j'ai tendance à dire que c'est très compliqué d'accrocher tout le monde. Après, ce qui a été intéressant dans la classe média, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui au début du film, un jeune garçon qui s'appelle Yanis. Et donc, lui qui était vraiment qui était en train d'être décroché par le cadre scolaire, grosses difficultés, problème entre guillemets de comportement, enfin un gamin qui était assez perdu. Et en fait, lui, il a pas mal été accroché par le projet média. Et Rachid disait, si jamais j'arrive à l'emmener jusqu'à la première émission de radio, c'est gagné. Et il s'est fait expulser 5 jours avant. Et du coup, là, on était vraiment dégoûtés, quoi. Parce qu'en fait, on savait que petit à petit, le projet allait réussir à l'accrocher. En fait, le truc, c'est comme ils sont tout le temps en train de faire de la pratique. C'est-à-dire que le moment de débat là, avec les journaux, par exemple, ça, c'est assez rare. Il y a des moments où ils font le point, où ils amènent de la théorie, mais sinon, en fait, ils sont en permanence, les 2 heures, elles servent à faire l'émission de radio. Et donc, dès le deuxième cours où ils élisent les rédacteurs en chef, tout de suite, il y a une conférence de rédaction. Et ensuite, à chaque fois, les 2 heures, elles servent à bosser l'émission de radio. Et comme chacun a un rôle, ils sont mis par groupe. Il y en a qui font des reportages, il y en a qui font des interviews, qui doivent préparer des interviews, etc. En fait, ils sont tout le temps dans une dynamique et ils ne peuvent jamais s'arrêter. Et même pour moi, c'était compliqué parce que j'arrivais jamais à prendre du recul sur ce que je filmais parce qu'il se passait tout le temps des trucs, tout le temps. J'allais filmer Flora sur son rôle de rédactrice en chef et pour faire une interview d'elle un peu plus approfondie. Et puis en fait, là, il y avait un groupe de filles qui étaient en train de faire un reportage de ouf sur le sexisme dans le sport avec plein de trucs qui ressortaient. Et puis pendant ce temps-là, les garçons ils faisaient un reportage sur le rapport des habitants de Roubaix et Tourcoing en politique avec l'élection qui allait arriver. Et donc, je me disais, non, mais en fait, ça, c'est génial, etc. Donc, en fait, ils font tout le temps des trucs. Et du coup, à tel point que ce qui s'est passé, c'est que la classe, elle a quasiment… en fait, comme ils avaient le brevet à préparer et que… il y avait des gros projets dans le collège sur la fin de l'année, je me souviens plus ce que c'était, mais il y avait deux ou trois gros projets qui se lançaient, plus le brevet. Normalement, ils devaient faire 3 émissions dans l'année, une par trimestre. Et là, ils en ont fait que 2.
Et en fait, comme il n'y avait pas cette dernière émission, la classe, elle a un peu explosé en fait à la fin. C'est-à-dire que ceux qui s'étaient engagés dans l'émission et qui étaient à fond dedans et qui du coup n'ont plus de sens, du coup, de cadre un peu différent, se sont un peu désintéressés de la classe. Et Quentin, par exemple, lui, il a failli se faire, enfin, il a arrêté de venir en cours, quoi, carrément. Donc en fait, bon, c'est un peu ça qui. Après, pour répondre plutôt sur des projets EMI, euh, moi, je me pose la même question que toi, donc je ne saurais pas trop répondre. Euh, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à avoir toute la classe dedans, sauf quand on est plusieurs à intervenir. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je sais que le truc de la pratique, hein, de leur faire des choses avec des rendus, avec une production finale qui est de qualité, ça, généralement, ça marche bien. Je rebondis, ouais, c'est vraiment un défi, je trouve. C'est vrai, quand on est face à une classe de 25, de savoir, d'impliquer tout le monde, d'être sûr que. Moi, je vois, je fais de la presse écrite, on les met par groupe de 3 ou 4, mais au final, on a un article, mais on ne sait jamais s'ils ont vraiment tous participé, s'ils ont tous appris. Et notamment, nous, on est sur des projets plus courts, quoi. Là, je pense qu'on voit bien que c'est Rachid et Mathieu, c'est ça, ils les ont 2 heures tous les lundis. Plus, voilà, plus ils doivent les voir peut-être à d'autres moments. Donc, ils les Rachid, c'est connaissent, leur c'est prof leurs élèves. principal. Ouais. Ouais, c'est Rachid, c'est ça. leur prof principal et c'est leur prof d'histoire-géographie. Et ils font aussi de la radio en histoire-géographie. Et Mathieu, c'est le prof documentaliste, donc c'est le gars qui gère la bibliothèque. Et en plus, Mathieu, il monte un nombre de projets à côté hyper fort. Il a un projet sur les. Il y a des abeilles, il a une imprimante 3D, il a un studio télé, il y a un journal aussi qui est en ligne qui s'appelle YOLO. Du coup, il y a aussi des élèves de la classe média qui participent au journal. En fait, il y a une espèce de dynamique positive dans tout l'établissement, ce qui fait que le cadre, en fait, il se propage en fait aussi dans les autres espaces. Ça, c'est assez fort. Et après, moi, le truc, pour rebondir sur ce que tu disais, là, les petits groupes et tout, moi aussi, je fais ça, je trouve que c'est super. Et après, moi, ce que j'essaie de faire pour impliquer tout le monde dès le départ, c'est en fait de partir de l'intime. Et donc, de partir du récit de soi et en fait de les faire se raconter avant d'avoir à produire des choses. Voilà. Individuellement, j'entends. Et après, d'essayer de transformer ça en récit collectif. Parce que c'est vrai que ouais, nous, en plus, quand on arrive, là, comme tu dis, ouais, ils sont profs hyper impliqués, donc ils les connaissent, les élèves. C'est vrai que nous, journalistes, en plus, quand on débarque dans un établissement, on les connaît pas du tout, quoi. Donc, quand on est sur des projets un peu plus courts, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment un challenge de réussir à apprendre à les connaître et à les faire s'investir, quoi. Stéphane, tu avais une question. Ma deuxième question, en fait, ça reboucle un peu ce que tu disais, Lucas. C'est comment est-ce que tu as réussi à gérer justement les jalousies ou les problèmes d'ego au sein de la classe, comme tu les évoquais tout à l'heure, parce que c'est à la fois du domaine de l'humain, mais également de la pédagogie. Donc, comment tu as été confronté, comment tu as géré ce genre de problème? J'ai pas trop réussi, je trouve. Enfin, c'était compliqué, mais en gros, et comme tu l'as très bien dit, tu dois gérer avec les affinités que toi tu vas avoir avec certaines élèves, et en même temps un truc où tu n'as pas envie d'avoir de chouchou et tu as envie de retranscrire la réalité telle qu'elle est. Mais en même temps, si tu t'impliques pas avec certains ou certaines élèves en particulier, tu perds un peu de cette richesse humaine qui va te permettre de raconter des choses et qui va aussi leur apporter des choses à eux et elles, quoi. Mais pour te donner un exemple un peu significatif, en fait, j'ai expliqué dès le début. J'ai fait une interview de tous les élèves de la classe et de toutes les élèves de la classe. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai été un peu chiant au montage, mais tous les élèves interviennent au moins une fois dans le film. Ils parlent tous au moins une fois. Il n'y en a aucun qui est mis de côté. Mais du coup, évidemment, il y a ces 4 jeunes qui voilà, émergent un peu plus que les autres. Et en fait, je les avais préparés à ça, c'est-à-dire que je leur avais dit que un film de 52 minutes, il y avait des contraintes formelles et que j'avais pas le choix. Déjà, je pouvais pas montrer tout le monde au même niveau parce que j'avais pas le temps. Et ensuite, je leur ai expliqué et je l'ai réexpliqué juste avant enfin, en gros, à la projection du film, la première projection, elle s'est faite dans le collège. Il y avait les élèves, les parents d'élèves, tous les profs et tout. Et en fait, à la fin du film, il y a un des élèves qui m'a posé la question, qui a dit il y a des élèves dans la classe qui disent que c'est le film de Mariam et Hafsa. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Mais lui, il m'a dit moi, je pense pas, mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus.
Et c'est là où j'ai expliqué en fait pourquoi tu décidais quand tu étais réal, de raconter des histoires à travers des trajectoires personnelles. Parce que les gens s'identifient à ces trajectoires personnelles, les gens s'identifient aux élèves, ils se disent moi aussi j'étais comme ça quand j'étais au collège, ou etc. Donc c'est comme ça que tu crées de l'émotion et c'est comme ça que tu racontes plus de choses à travers une trajectoire personnelle. Et donc j'ai été assez transparent là-dessus en leur disant voilà, je suis vraiment désolé, c'est pas parce que vous étiez moins intéressant ou intéressante, c'est juste qu'à un certain moment, la trajectoire d'une ou d'un élève dans la classe me permet de raconter des choses qui sont universelles. Et du coup, voilà, j'ai été clair là-dessus et je pense quand même que voilà, il y a eu des déceptions dans la classe et ça me rend triste, mais bon, je pouvais pas trop faire autrement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le film avant qu'on passe Non, c'est bon. Alors, est-ce que Lucas, tu peux... Ah oui. Aussi, Lucas, tu avais, enfin, le nouveau proviseur était peu enclin à l'éducation aux médias, et justement, le film, c'est quand même un magnifique outil de propagande, tu me pardonneras l'expression, pour l'éducation aux médias. Et il a été projeté dans le collège et au rectorat. Comment est-ce qu'ils l'ont perçu, reçu, et en quoi le nouveau proviseur ne peut pas être sensible à l'éducation aux médias après avoir vu ce film-là? Il l'a pas vu, il l'a pas regardé. Il est arrivé cette année et il l'a toujours pas regardé. Mais là, je vous dis, là, je viens d'avoir la conversation. En fait, j'ai eu Mathieu cet après-midi au téléphone. Il me disait que là, il galérait cette année avec le nouveau proviseur. Et bon, ça reste entre nous, hein, faut pas trop les bruiter, euh, mais que le nouveau proviseur l'avait pas vu encore. Enfin, je sais pas s'il a envie de le regarder. Et je pense pas que le recteur de l'Académie de Lille l'ait regardé non plus. Par contre, j'ai eu des super bons retours de gens à l'Académie qui l'ont vu. En vrai, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quand tu es prof et que tu montes des projets, ou quand tu es au rectorat, ou quand tu es au Clémy, tu peux que être content à l'idée de voir ce film, quoi. C'est-à-dire que c'est une pub incroyable pour ce genre de projet dans l'éducation nationale. Et en vrai, c'est une réflexion qu'on se faisait avec les copains du collectif La Friche, c'est que en fait, souvent, enfin, Sherazade, elle a fait une résidence de journaliste aussi. Julien et Flora, ils ont monté un projet média, ils font beaucoup d'éducation aux médias à Roubaix. Et en fait, c'est que ça te rassure, enfin, c'est pas que ça te rassure, mais tu te dis quand même l'éducation nationale, si jamais il y avait des petits changements et qu'il y avait des trucs un peu plus politiques qui étaient faits à l'intérieur, où tu pétais un peu le cadre tel qu'il existe aujourd'hui, tu as quand même des trucs hyper puissants, quoi. Parce que c'est le seul endroit où tu as tous les jeunes, parce que ils sont obligés, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et donc, il y a des choses assez incroyables qui peuvent se passer parce que tu les as sur le temps long, etc. Et c'est ce que montre un peu ce projet-là, quoi. Je sais pas si j'ai été très clair, mais... Est-ce que tu peux, tu parles des copains de la friche justement, donc nous présenter un peu le collectif, comment ça s'est créé, ce que vous faites tous ensemble. Yes. Et bah du coup, donc moi j'ai fait la résidence de journaliste à Roubaix, là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et en même temps, en fait, la première résidence de journaliste, elle a été lancée à Dunkerque. Et c'est une ancienne journaliste de RFI qui s'appelle Valérie Roard, si ma mémoire est bonne, qui l'a faite. Et juste après, genre 3 semaines après, Sherazade et moi, on a démarré une résidence, elle à Valenciennes et moi à Roubaix. Et en fait, on ne se connaissait pas du tout, alors qu'on a fait la même école. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au même moment, à l'Université de Lille, il y a un laboratoire de recherche en infocom, sciences de l'information et de la communication, et une chercheuse qui s'appelle Amandine Carvela, qui a lancé un projet de recherche sur l'éducation aux médias et sur les résidences de journalistes. Et donc, en fait, elle est venue pour me poser des questions, pour voir des ateliers. Elle a fait la même chose avec Sherazade, etc. Et donc, en fait, ça nous a connectés comme ça et on s'est rendu compte qu'on faisait de l'éducation aux médias de la même manière. Que je pourrais développer sur c'est quoi cette manière-là après, mais en gros, voilà, on s'est un peu reconnus, quoi. Et après, quand je suis parti de Roubaix, la condition publique a décidé de lancer un projet média avec un média de proximité à l'intérieur de la condition publique, qui est aujourd'hui un média qui s'appelle le Labo 148. Et en fait, moi, avant d'aller en résidence à Roubaix, j'avais mené un petit projet d'éducation aux médias à Lille Sud, dans le quartier de Lille Sud, où c'était une radio en fait co-animée avec des habitants.
Et ça, c'était quand j'étais étudiant à l'ESJ. Et en fait, ce projet, il avait été repris par une journaliste qui s'appelle Flora et qui a continué à monter ce projet-là et la condition publique a connecté avec ce projet-là. Ils ont décidé de le récupérer et d'en faire un média de proximité à Roubaix. Et donc, toujours ce projet dont je parle. Et ils ont embauché un autre coordinateur qui était un mec que moi je suivais et dont j'aimais beaucoup le travail, qui est Julien, qui est un ancien éduc-spé, et qui est devenu photoreporter après. Et donc, en fait, pile au même moment, donc il y a eu ce labo de recherche qui nous a connectés, puis en fait, le hasard qui fait que tous nos projets ont commencé à se mélanger un peu. Et en fait, on a commencé à participer à des colloques ou à des débats où on était ensemble, et en fait, on se rendait compte qu'on disait la même chose, et qu'en fait, et en même temps, on était tous aussi un peu abattus par la solitude du journaliste indépendant, et qui est quand même assez compliqué moralement. Et en fait, du coup, on a commencé à être une bande de potes. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'animerait pas des ateliers à deux? Puis en fait, ça fait 5 ans qu'on fait des ateliers tous les quatre. Pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à des formations? Et puis pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à des projets de série à partir de ce qu'on observe, etc., etc. Et du coup, on a décidé de monter le collectif pour être plus pertinent, en fait, parce que collectif, enfin, parce que on est plusieurs. Et du coup, ce qui est chouette, c'est déjà, on se sent moins seul. On a un peu bénéficié des réseaux et des qualités des uns et des autres, ce qui fait que rapidement, en fait, on a eu plein de boulot, beaucoup plus que ce qu'on avait individuellement. Et après, en fait, collectivement, du coup, on est tout le temps en train de réfléchir et en fait, on essaie de penser aussi parce que l'éducation aux médias, ça va. Il y a un moment, je pense, comme ça va redescendre à un moment, je pense, quoi. Ça a monté de fou après Charlie Hebdo, etc. Mais je pense pas que tous les financements, toutes les subventions, les appels à projets, ça continuera sur l'éducation aux médias pendant longtemps. Donc en fait, on essaye de penser aussi un peu plus large, ce qui fait que du coup, le collectif, il est vraiment à la lisière entre penser l'éducation aux médias, penser une autre manière de faire du journalisme, penser tout ça à la lisière avec des pratiques artistiques, comme la photo, comme le dessin, comme le cinéma documentaire, et voir comment tout ça peut se nourrir pour faire naître des choses, que ce soit des temps collectifs où on échange des savoirs, que ce soit des productions, des réalisations qu'on essaie de faire aussi de manière horizontale, etc. Encore une fois, je ne sais pas si j'étais très clair. Mais... Si, je pense, ouais. Tu disais donc oui que vous vous êtes retrouvés autour de la même manière de faire de l'éduc média. C'est vrai que au début, quand on monte un projet un peu tout seul dans son coin, on s'en rend pas vraiment compte, mais quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a 1000 manières de faire de l'éduc média. Donc, quel est votre voilà, comment vous envisagez ça vous à la friche? Souvent, on l'a envisagé contre quelque chose. Donc là, je vais pas je vais pas avoir le même défaut que d'habitude. Mais en gros, moi, par mes expériences à côté du journalisme, en fait, je me suis formé à l'éducation populaire et donc aux outils ou à la pensée en fait de l'éducation populaire, qui est un Alors, courant. juste, excuse-moi Ouais. Lucas, je te coupe. Quand tu dis ça, ça veut dire concrètement, tu as suivi des formations, tu as lu des bouquins, Ouais. J'ai lu des bouquins et j'ai suivi des formations, notamment de la coopérative L'Engrenage et de la coopérative Le Pavé, qui n'existe plus, qui s'est séparée en plein de coopératives. Mais en fait, et du coup, à Rennes, je crois qu'il y en a une aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, tout à fait. C'était la Scope Le Pavé à Rennes qui s'est scindée en deux scopes dont je n'ai évidemment plus le nom. Mais Ça y est, la je crois Scope qu'il Le y a Pavé, la c'est Rennes, Grenaille, ouais. peut-être. Je ne sais plus. Comment t'as Il y dit? a la Grenaille, non, non, je sais Je plus, il y sais en a une plus. comme ça. Je saurais Enfin plus du bref. tout. Et du coup, moi, je me suis formé, j'ai fait 3 formations chaque année, j'en ai fait une avec eux. Je vais essayer d'en faire une cette année. Et du coup, moi, je suis arrivé avec cette pratique-là dans mes ateliers d'éducation aux médias parce que c'est quand même des outils qui te permettent en fait, de sortir d'un truc très vertical. Donc, en fait, moi, je me suis jamais senti à l'aise à l'idée de faire un truc descendant, quoi. Genre, pendant 2 heures avec des PowerPoint expliquer. Je pense qu'il y en a qui font ça très bien. Moi, j'ai déjà vu des trucs comme ça qui sont très bien, mais moi, je ne sais pas le faire et puis je suis pas assez rigoureux ou minutieux pour faire un PowerPoint ou pour tenir un cours de 2 heures. Et en plus de ça, c'est quand même une manière de faire qui part du vécu des gens et donc qui est quand même très chouette, quoi. Et du coup, moi, je suis arrivé avec ça. Julien, il est arrivé avec son passé d'éducateur. Flora, elle est arrivée où en fait, elle a quitté le journalisme pendant un moment
s'intéresser à l'édition. Et donc, elle a pas mal traîné au Mexique avec tout le mouvement des cartoneros, c'est-à-dire de tous les gens qui font des livres en fait avec pas d'argent, donc avec des bouts de carton, etc. Donc, elle est arrivée aussi avec toute cette culture-là. Elle a monté une maison d'édition participative avant de se remettre au journalisme. Et puis Sherazade, elle est venue en fait avec son engagement et son engagement hyper fort sur les questions sociales et les questions humaines. Moi, c'est une des journalistes que je trouve la plus réglo en fait en interview ou dans tous les projets journalistiques, dans en fait ce qu'elle donne aux gens par rapport à ce qu'elle leur demande. Et du coup, en fait, on est arrivé avec tout ça et puis on a continué à bosser ensemble. Et là, notamment, moi, j'étais au Brésil en ce début d'année là avec une co-réalisatrice, on fait un film sur le mouvement des paysans sans terre, et donc on en a aussi profité pour voir un peu comment ils faisaient de l'éducation populaire là-bas, parce que c'est aussi toute l'éducation populaire avec la pensée de Paulo Freire, qui est ce prof brésilien qui faisait des cours d'alphabétisation, c'est quand même un des endroits marquants de ça. Et du coup, en fait, on a essayé d'adapter notre vision un peu engagée du journalisme et de l'éducation aux médias avec des outils d'éducation populaire. Et en fait, ça s'est assez bien goupillé. On a encore des angles morts, je trouve, moi, des trucs où on n'est pas au top, mais ça s'est assez bien goupillé parce qu'en fait, du coup, ça nous a permis, c'est des outils qui nous ont permis et une manière de faire qui nous a permis en fait de partir vraiment du ressenti des gens et donc en fait des histoires et des récits intimes et de ce que les gens ont envie de mettre sur la table, plutôt que d'une manière un peu préjugée de ce que sont leurs manières de s'informer, etc. Et du coup, on a un peu formalisé ça au moment où on s'est rendu compte que tous les dispositifs d'éducation aux médias, tels qu'ils étaient pensés ou mis en place par les institutions étatiques, visaient en fait les jeunes et les jeunes de quartiers populaires, en fait, notamment les résidences. C'était vraiment orienté quartier prioritaire de la politique de la ville, 15-25 ans. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un sous-jacent assez discriminant et stigmatisant en fait, dans tout ça, voire même raciste ou ce qu'on veut, mais et qu'en fait, soit on y allait, enfin soit on n'y allait pas parce qu'on trouvait que c'était pas cool, soit on y allait, mais on essayait un peu de détourner ces dispositifs-là pour en fait créer des projets émancipateurs plutôt que des projets où on allait en fait être les journalistes blancs de classe moyenne qui allons expliquer à des jeunes de quartier comment il faut s'informer et pourquoi est-ce qu'ils s'informent mal. Parce que le présupposé dans tout ça, c'est que les jeunes de quartier s'informent mal, en fait. Et j'imagine que vous, tous et toutes qui avez fait de l'EMI, qui ont été rencontrer des profs ou des directeurs d'établissement ou des directeurs de centres sociaux ou directrices de centres sociaux, c'est des remarques qu'on vous fait régulièrement, quoi. C'est-à-dire, oui, nous, en fait, ils croient n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc. Or, moi, je ne vais pas dire qu'ils s'informent, enfin, je ne vais pas dire qu'ils font tout le temps attention ou que tous les jeunes que je croise ont la même manière de s'informer que Mariam, quoi. Mais je trouve que c'est pas juste, en fait, de les renvoyer à ça. Et je trouve que c'est d'autant plus pas juste qu'en fait, l'enfermement dans lequel certains et certaines peuvent être, notamment à cause de cette histoire de bulle algorithmique, est le même que celui dans lequel nous, on est en fait. Et souvent, moi, je fais un jeu avant avec tous les profs des établissements où j'interviens, quand on est en rencontre, etc. Je leur demande de me dire c'est quoi les médias où ils s'informent, etc. Et en fait, c'est toujours Libération, France Inter, France Culture. Et donc, c'est difficile du coup de juger l'enfermement des élèves parce qu'ils sont sur Snapchat, Instagram et Twitter ou TikTok, quoi. Et donc à partir de là, nous, on a commencé à essayer de voir comment on pouvait sortir de ça, comment on pouvait détourner ça et faire en sorte que en fait, leur pratique même des médias, nous, notre principe, c'est qu'ils lisent les médias et ils lisent le monde avant qu'on arrive. Et donc, ça ne sert à rien d'arriver avec une version idéale de comment il faudrait s'informer. Ce qu'il faut, en fait, c'est partir de la manière dont ils lisent le monde et les médias. Et s'ils lisent le monde et les médias de manière critique, eh ben, en fait, on peut aussi se nourrir de ça. Nous, pour se remettre en question et pour construire avec eux un rapport à l'information qui garde cet aspect critique, mais sans mettre tout de côté, quoi. Et du coup, souvent, on part de leur manière de pratiquer les réseaux sociaux, etc. Soit on part de leur récit intime, soit on part de leur manière de pratiquer les réseaux sociaux, soit les deux. Et c'est là où je voulais dire qu'on avait aussi parfois des angles morts, c'est parce que on nous a parfois reproché, je pense à juste titre, de ne pas assez être critique envers les réseaux sociaux.
dans la manière dont les jeunes l'utilisent. Ça, c'est un truc qu'on est en train de prendre en compte maintenant, parce que notamment, on a pas mal fait des projets avec des vieilles télé ou des vieux médias associatifs. Je pense notamment à Télé Mille Vaches ou à ce genre de projets médias en fait, qui, du coup, n'ont pas du tout pris le wagon des réseaux sociaux et qui continuent à travailler sur des vieux formats. Et en fait, qui sont très critiques, qui viennent plutôt du monde de l'Internet libre, etc., et qui sont très critiques en fait, de l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux et de ce que les réseaux sociaux nous font à nous. Et on est en train d'essayer d'intégrer tous ces trucs-là pour essayer de voir comment on peut garder notre manière de faire, mais sans cet angle mort-là. Pardon, je parle vraiment trop longtemps. Non, 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 je t'en prie. Non, non, mais c'est très bien. Comment vous vous positionnez dans les ateliers, là, le rapport avec les élèves? Je sais qu'il y a Sylvie Fagnard qui était venue ici il y a quelque temps et qui nous disait qu'il y avait un peu cette ligne de crête ou d'équilibre difficile pour le journaliste, qui est à la fois d'intégrer la critique, parce qu'on est face à des élèves qui nous critiquent beaucoup, et en même temps, comme tu dis, il y en a qui sont très descendants, à défendre à tout prix peut-être la profession. Toi qui as pas mal d'expérience là-dedans, comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est une bonne question. Moi, à la fois, c'est clair que c'est un équilibre qui est compliqué à trouver. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête de moments où effectivement, je me sens pas confortable dans un atelier justement sur ces questions-là. Après, je pense qu'on a tous nos manières de faire, donc je pense pas que je pourrais faire une grande réponse théorique à cette question-là. Moi, juste, ma manière de faire, c'est que moi, souvent, je commence par rentrer dans le jeu. Et parce que souvent, en fait, je pense que, en fait, souvent, en fait, j'arrive dans un projet et là, BFM Télé ou CNews se fait déglinguer. Et, et moi, j'estime que c'est pas forcément juste, mais je comprends le ressentiment et j'ai pas à défendre les journalistes de BFM Télé et CNews puisque c'est pas mes collègues. On fait pas le boulot de la même manière. Et souvent, je suis le premier à critiquer certains ou certaines émissions, notamment en CNews, hein. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué. Et en même temps, je veux pas jeter mes collègues journalistes sur les rails du train. Et donc, en fait, souvent, je pars de ça et après, je vais directement sur l'économie des médias. Parce que pour moi, c'est une manière hyper concrète de réfléchir en fait à ce traitement médiatique. Et en fait, souvent, quand je suis face à des groupes ou des classes qui sont hyper critiques, je ne vais pas du tout essayer de réhabiliter la profession de journaliste. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais essayer de réfléchir avec eux à pourquoi en fait ça marche pas et pourquoi est-ce que ils ne se reconnaissent pas dans la manière dont les médias ou certains médias les décrivent en fait. Et, en fait, en faisant ce travail-là, il n'y a pas de réconciliation, mais en tout cas, il y a une compréhension. Et c'est un peu comme si on prend l'exemple de Charlie Hebdo, où j'imagine que ça vous arrive aussi. Il y a souvent ce moment où c'est genre oui, mais Charlie Hebdo, les unes, etc., le prophète qui s'est fait caricaturer, etc. Et en fait, moi, je leur dis bon, bah, en fait, moi, je trouve personnellement, donc c'est très subjectif. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais genre, il donne et je donne aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à me mettre en risque là-dessus aussi. C'est-à-dire que je leur dis, moi, je trouve que Enfin, je leur dis, on est d'accord que... Enfin, le premier truc, c'est que rien ne... Comment dire ne mérite, rien ne justifie en fait ce qui s'est passé. Une fois que ça c'est dit, moi, je suis en désaccord. Enfin, je trouve que les caricatures de Charlie Hebdo, c'était pas... Enfin, je les trouve problématiques. Mais la justice a estimé que Charlie Hebdo était dans son bon droit. À partir de là, on peut discuter de est-ce que la justice a tort ou a raison, est-ce que je suis d'accord ou non avec les caricatures de Charlie Hebdo, mais en tout cas, on rétablit en fait une base de faits commune qui nous permet d'être dans la critique, et de respecter nos subjectivités, mais sans être en fait dans de la critique non fondée ou quoi. Voilà, en gros. Très bien. Est-ce que vous avez des questions?
suis en visio peut-être. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du bouquin que vous allez sortir donc ça sort en 2021, c'est ça? Ouais, en mars 2021, bah, avec une maison d'édition rennaise d'ailleurs, qui s'appelle les Éditions du Commun. Et donc c'est un livre qui est coécrit en fait avec des chercheurs et des chercheuses de l'Université de Lille. Il y a 5 chapitres, si ma mémoire est bonne, qui abordent 5 aspects de l'éducation aux médias aujourd'hui. Et en fait, on en a un peu fait un espèce de tour d'horizon d'initiatives qu'on trouve intéressantes, mais qu'on questionne quand même. Et donc, notamment, par exemple, il y a tout un chapitre sur, là je vais me tirer une propre balle dans le pied, mais il y a tout un chapitre sur l'éducation aux médias par le faire, et où on questionne en fait ça veut dire quoi par le faire. Et est-ce que juste faire des choses, c'est pas aussi problématique parce qu'on ne dit jamais et on ne pose jamais, et du coup il n'y a pas de théorie qui rentre. Ça c'est un exemple. Et en fait, on a 5 chapitres, et chaque chapitre, du coup, commence par un texte de chercheur ou de chercheuse, une analyse, et ensuite il y a un récit d'une expérience en France, soit dans un média de proximité. Il y a un article sur les classes médias, il y a un article sur les résidences de journalistes aussi, avec l'envie toujours de chercher en fait des points de tension, c'est-à-dire est-ce que les résidences de journalistes, en fait, à la fois c'est trop bien, et puis à la fois ça pose certaines questions, notamment sur la posture des journalistes, justement, ce dont tu parlais précédemment. Donc là, c'est des questions dont qui nous travaillent tout le temps. Et ensuite, il y a une interview d'une expérience à l'étranger, dans un média à l'étranger, avec des expériences d'éducation aux médias à Barcelone, à Hambourg, etc. Et qui en fait nous éclaire sur d'autres aspects. Par exemple, moi j'ai découvert qu'à Hambourg, en fait, ils ont des télés locales qui sont financées en fait par la redevance audiovisuelle, et où, je sais pas, il y a des vingtaines, trentaines de gens qui viennent, chacun à son émission, etc. Comme le réseau des radios associatives ici, quoi. Il y a plein de projets en fait à l'étranger qui sont super. Et donc voilà, il y en a certains qui sont dans le film, dans le livre, pardon. Et le dernier truc dans chaque chapitre, on s'est un peu amusé, entre guillemets, mais encore une fois, j'imagine que c'est une expérience qui est partagée par les autres journalistes qui ont fait de l'ENI qui sont là ce soir. C'est en fait, on nous demande souvent des boîtes à outils clés en main. Souvent, les profs ou les structures nous demandent des boîtes à outils, quoi, des fiches pratiques clés en main, ok, pour faire un atelier en 2 heures, tac, tac, machin. Et du coup, on a décidé de faire des anti-boîtes à outils, donc des anti-fiches pratiques, et où on s'est donné 5 cas de boîtes à outils clés en main qu'on nous demandait, et on réfléchit à comment les détourner. Par exemple, comment détourner un atelier sur les théories du complot. C'est-à-dire, on te met dans la position du journaliste où ça fait genre 12 rendez-vous que tu fais dans ta résidence de journaliste, et tu as encore un prof qui dit oui, moi j'aimerais bien qu'on fasse un atelier sur les théories du complot. Et comment tu fais pour en fait répondre à sa demande tout en faisant un truc un peu plus rigolo, quoi. Ou bien il y a une autre fiche, anti-fiche pratique, c'est comment rendre son média scolaire hors de contrôle. Ça fait un peu écho à ce dont on a discuté tout à l'heure. Ou bien, encore un autre, c'est comment faire une contre-enquête quand Bernard de la Villardière vient faire un reportage dans ton quartier. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, en fait, notre idée à nous, c'est juste enfin, il n'y a pas forcément de réponse dans le livre. C'est-à-dire, c'est pas, il y a un édito où, en fait, où on dit c'est quoi nos engagements, notre manière de faire, etc. Et justement, où on discute aussi ce truc de l'éducation aux médias qui est devenu un marché, en fait, où du coup, il y a des associations qui vont postuler à des appels à subventions. Entre les journalistes et entre les associations, ça devient aussi assez concurrentiel, etc. Et donc, nous, on propose d'aller contre ce marché, et donc de faire des alliances, de créer des réseaux et de faire du partage de savoir. C'est pour ça que les formations qu'on fait à l'École libre de l'éducation aux médias, on le fait gratuitement. Tout le monde est invité à venir, journalistes, profs, éduques, etc. Tous les jeux, les outils qu'on fait, vous pouvez demander aux 2 personnes qui ont fait les formations La Chance. Après chaque formation, on fait genre un compte-rendu où on donne tous nos outils. C'est-à-dire que voilà, nous, on a pompé des outils à des assos d'EducPop. Donc, il n'y a pas de raison qu'en fait, les gens ne puissent pas pomper nos outils. Et donc, on file tout. Donc, le livre, il sera en Creative Commons aussi. Donc, il sera accessible gratuitement sur le web.
Et donc, on est un peu dans ce truc voilà, de réseau. Et après, le livre, il est là pour étaler nos questionnements. Aujourd'hui, là, ça fait 30 ans qu'on fait de l'éducation aux médias, mais en vrai, ça fait 5-6 ans qu'on le fait de cette manière-là, 7 ou 6-7 ans. Et en fait, on a plein d'interrogations et de questions qui n'ont pas forcément de réponse, que ce soit sur la pédagogie par le faire, ou que ce soit sur la meilleure manière de travailler sur la médiatisation des questions de genre, ou de la stigmatisation des quartiers populaires. Et en gros, on étale ces interrogations-là dans le livre, et on espère que ça permettra d'ouvrir des discussions, quoi. Est-ce que justement, tu le disais toi-même, là, il y a quelques questions, que les appels à projets, c'est beaucoup quartier populaire 15-25 ans, alors que oui, c'est hyper stigmatisant et c'est sans doute, c'est pas du tout les seuls pour qui ça peut être intéressant de faire l'éduc média. Est-ce que justement, vous faites vous essayez d'ouvrir les choses, d'aller vers d'autres publics, d'autres lieux? Ouais, c'est pas évident, mais on a essayé des trucs. Après, en fait, je vais pas cracher dans la soupe. En fait, moi, ça fait depuis que je suis sorti de l'école que je travaille sur les quartiers populaires, donc je suis hyper content de trouver des sous pour m'envoyer dans des quartiers pendant un peu de temps. Mais en vrai, ouais, moi, j'ai fait des trucs en zone rurale. Je sais que Julien et Flora, ils ont pas mal fait de trucs en zone rurale aussi. Sherazade aussi. On a fait des trucs avec des vieux. Là, on a fait une série aussi vidéo sur vieillir dans la Somme, donc en dessous d'Amiens. Et donc, on a pas mal fait de trucs là-dessus avec des vieux. Julien, il a pas mal travaillé avec des personnes qui ont un handicap mental, en situation de handicap mental, notamment avec de la radio et tout. Ça, c'est des trucs qu'on a envie de développer. Et puis après, comme du coup, parfois, on est à la lisière avec de l'artistique, Julien, il a fabriqué un appareil photo en fait qui s'appelle une Afghan Box, qui est un appareil photo. C'est une boîte noire, une chambre noire mobile en fait. Et du coup, souvent, il s'installe dans des endroits ou dans des lieux, et pas forcément des quartiers populaires, et il travaille à partir de l'outil photo, quoi. C'est une chambre noire où tu peux prendre en photo quelqu'un, il y a la photo qui sort et toi tu gardes le négatif, donc tu peux en faire des trucs. Flora, pareil, avec de la gravure, etc. Et donc on essaye de développer. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture pas mal aussi avec des personnes âgées. Voilà, on essaie de réfléchir ça parallèlement, ouais, en tout cas. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que j'aimerais bien qu'on pense ce genre de dispositif dans le 16e arrondissement ou dans des quartiers très bourgeois, parce que je pense que ce serait intéressant. Pas forcément pour le côté provoque, genre, faut qu'on aille dans des familles bourgeoises parce qu'il y en a marre de stigmatiser les quartiers populaires, mais moi, je trouverais ça assez intéressant d'aller creuser, parce que c'est comme en sociaux, en fait, on a le même biais que les sociologues, c'est-à-dire il y a 1 milliard de thèses qui ont été écrites sur la politisation des classes populaires. Par contre, il n'y a pas 1 milliard de thèses qui a été écrite sur la politisation des classes bourgeoises et des classes dominantes, en fait. Et donc, moi, je me dis que nous, on a un peu le même biais, et que ce serait quand même hyper intéressant de réfléchir avec des jeunes privilégiés, entre guillemets, sur ces questions-là, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme disait Julie, c'est pas du tout dit qu'ils s'informent mieux et tout. Enfin, tout le monde enfin, ça, c'est intéressant pour tout le monde, quoi. Oui, Stéphane, tu as une question? Oui, Lucas, j'ai cru comprendre que tu étais originaire du Nord également. Non. Non? Alors, j'ai raté un Non, coche. moi, je suis d'origine portugaise, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. Et en fait, j'ai fait toutes mes études dans le Nord et j'y suis souvent fourré. Mais moi, j'habite à Paris, et les 3 autres de la friche, ils habitent à Lille, Tourcoing et Roubaix. D'accord. Ma question, en fait, c'était de savoir si, parce que à Lille, il y a un club de la presse qui est assez actif, je crois également, et je voulais savoir si tu t'étais appuyé dans le cadre de l'éducation aux médias sur d'autres clubs de la presse, que tu as pu remarquer que pour nous, à Rennes, en Bretagne en tout cas, l'éducation aux médias est un axe central du club de la presse. On travaille également avec le club de la presse d'Occitanie, qui est même, je crois, un peu plus en avance que nous là-dessus, mais pas de beaucoup, pas de beaucoup. Donc, hormis ces 2 clubs de la presse, les autres ne sont pas tellement impliqués dedans. Et est-ce que toi, dans ta démarche d'éducation aux médias, tu as envisagé de t'appuyer sur des clubs de la presse comme celui de Lille, par exemple, ou d'autres? À Lille, on avait fait un truc avec le club de la presse de Lille il y a quelques temps, pendant ma résidence d'ailleurs. Et j'avais trouvé ça cool, mais c'est vrai que depuis, on ne s'est pas recontacté. Et après, en fait, moi, je vous connaissais déjà un peu parce que je suis déjà venu à Longueur d'onde quelques fois, et je sais que vous faites toujours des trucs là-bas. Et je m'étais dit, et en fait, c'est la première fois que j'ai même appris l'existence des clubs de la presse, quand j'étais venu à Longueur d'onde, genre il y a 3 ans, un truc comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça très cool. Et donc, je pense que
ça gagnerait en fait parce que vous avez une position qui est assez idéale en fait justement pour porter des sujets qui nous permettraient à nous journalistes en fait de réfléchir à nos propres pratiques et de les porter. J'imagine que vous les portez à l'intérieur en fait du club de la presse et du coup dans vos instances ou dans vos espaces de discussion. Mais en fait, c'est vrai que je veux dire même nationalement en fait, ce serait assez puissant qu'en fait vous portiez cette parole-là d'appel au questionnement en fait de nos pratiques permanents quoi. Ça je trouverais ça super cool. On a d'autres questions? Non, moi, c'était juste une observation par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les billets qu'il pouvait y avoir dans les programmes de financement. J'ai un peu le sentiment que c'est en train de bouger, on commence à pouvoir monter des projets intergénérationnels, qu'on vise plus seulement les jeunes ou seulement les EHPAD, pour faire une caricature, et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'institutions qui pensent et qu'effectivement, en fait, il faut que l'information est au milieu de tout le monde, et donc il faut travailler avec tout le monde sur cette perception de l'information. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi ce que je suis en train d'observer. Mais c'est aussi parce que, en tout cas dans les Hauts-de-France, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions, nous on a pas mal râlé avec ça. Et donc en fait on a notamment écrit des articles, enfin pas, notamment les chercheuses avec lesquelles on travaille, elles ont écrit des articles sur ça. Et donc je sais que ça a un peu, je sais que ça a un peu fait réfléchir. Je sais que la personne de la DRAC avec qui j'étais en contact, elle nous a dit que ça l'avait pas mal fait réfléchir et qu'ils essayaient d'éviter ça. Et que notamment, ils ont pas mal mis des choses dans les zones rurales là, ces derniers temps et dans les bibliothèques aussi, dans les médiathèques. Très bien. Bah, écoute, je pense que on a fait un petit tour. Voilà, merci beaucoup Lucas. Ben non, merci On à vous. espère t'accueillir en vrai Bah ouais, avec un plaisir. jour. Ce serait cool, ouais, une prochaine fois. Voilà, c'est ça. Et puis, tiens-nous au courant pour les prochaines écoles libres, si vous en faites, la sortie du bouquin, tout ça. Les prochaines écoles libres, il y en a une à Amiens le 23 et le 24 novembre, qui est aussi, là c'est la première fois, on fait la moitié accessible à de la formation pro, pour que ce soit diplômant, en fait. D'accord. Parce que jusqu'à présent, comme on le fait gratuitement et que du coup, nous, on n'est pas un organisme de formation, on ne peut pas donner de certificat ou de diplôme après, ou alors on le fait, mais en fait, c'est un peu bidon. Enfin, c'est pas bidon, mais ça n'a pas valeur de diplôme. Et donc là, en fait, on fait une formation avec la Fédé de l'audiovisuel participatif pour que, en fait, en tout cas pour les gens qui veulent et qui peuvent avoir un financement, il y a la possibilité en fait, d'avoir cette certification. Pardon. Et après, on ouvre l'autre moitié gratuitement comme on le fait d'habitude, si jamais ça intéresse des gens. Et après, on en refait une si on a les financements à Paris en janvier. Okay. Et une autre si on a les financements à Marseille au printemps. Et on aimerait bien venir en Bretagne, mais il faut que je me mette en lien avec la DRAC Bretagne pour voir s'ils pourraient nous donner un tout petit peu de sous pour qu'on puisse proposer une formation gratuite en Bretagne. On a des contacts, on pourra te les filer. Ouais, avec plaisir. Ce serait chouette de vous accueillir. Non, mais on pourrait faire. En fait, on fait le truc. En fait, à chaque fois qu'on va dans un endroit, on fait le truc en partenariat avec une structure locale. Donc, en fait, ça pourrait être cool de le faire avec vous. Et on pourrait imaginer comment on co-réfléchit en fait 3 jours de formation et d'échange en fait. Et je rebondis sur ce que disent Isabelle et Julie. Au Club de la Presse de Bretagne, on a régulièrement des rendez-vous avec des experts ou des personnalités. Comme tu vas sortir un bouquin, qui je crois en plus sera en partenariat avec une maison d'édition de Rennes, ce serait super cool que tu viennes en parler ici. Donc on sera un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois. Ça n'empêche pas de venir avant et après. Yes, ça sort début mars et à mon avis, il y aura quelque chose à Rennes. Oui, pour revenir à l'école de libre, juste par un ordre d'idée, c'est un budget de combien qu'il vous faut pour monter une session de formation? Alors, en fait, la spécificité de l'école libre, c'est qu'on est là tous les 4. Alors que en vrai, pour les formations, généralement, on le fait soit tout seul, soit à 2. Mais en fait, on est là tous les 4 parce qu'on fait que du. En fait, nous, on considère que c'est pas vraiment une formation, mais qu'en fait, on bosse. Et donc, on va changer le programme en fonction des gens qu'on a en face de nous.
par exemple, si on n'a que des pigistes qui n'ont jamais fait de l'EMI, on va passer 3 jours à réfléchir à de la théorie et à inventer des jeux. À l'inverse, si on n'a que des gens qui bossent pour des médias de proximité, on va réfléchir à comment l'éducation aux médias peut nous servir à raconter d'autres histoires sur nos territoires respectifs. Donc en fait, on évolue, on adapte aussi en fonction de la structure locale avec laquelle on fait la formation. Par exemple, là, à Amiens, c'est avec Carmen, c'est une ancienne chaîne de télé locale. Et donc, ça va forcément en fait, infuser sur ce qu'on va faire pendant les 3 jours. Et donc, comme on est là tous les 4, généralement, si on compte la location de l'endroit où on fait s'il faut louer un espace, et nos salaires à tous les 3, plus généralement, on invite les gens à manger. Comme ça, les gens, ils viennent et ils payent rien. Ça revient environ à, allez, minimum 4 500 €, 5 000 €. Et que tu dis, vous arrivez à financer via la DRAC ou c'est Mmh ça? mh. Ouais. Beh, là, pour être tout à fait transparent, du coup, on a fait la première gratuitement, enfin, on a fait la première bénévolement sans financement parce qu'on voulait voir si ça roulait. C'était 1 an et demi, un peu plus d'un an et demi, et on a vu que ça roulait. Donc en fait, on a 2 types de financement. On a des financements DRAC, donc les appels à projets, genre projet EMI, qu'ils envoient à chaque fois à la rentrée. Donc là, on fait des demandes. Nous, on est basé dans le Nord, donc on la demande nous-mêmes dans le Nord. À Paris, on passe par une structure partenaire avec laquelle on co-anime la formation. À Marseille, pareil, etc., etc. Et donc là, on demande ces subventions-là. Après, on a aussi comment dire, quand il y a des structures qui veulent qu'on vienne organiser une école libre dans un endroit, par exemple là, c'était le cas de Carmen à Amiens, c'est eux qui vont chercher une subvention. Et ensuite, eux, ils s'occupent de la logistique, ils prennent une partie pour eux, pour tout ce qui est administration et coordination, et nous, on se paye sur les 3 jours d'animation. Et si jamais on a été bien financé sur un jour soit de préparation, soit d'écriture du compte rendu après, parce que ça nous prend du temps. Et Et vous avez combien de participants, Lucas? Vous ouvrez à combien de personnes? à chaque fois, on vise 16 personnes. Comme ça, on est 20 avec nous 4. Et on fait beaucoup de travail en groupe. Bah, pour vous donner un exemple du programme d'une école libre, en fait, ça change à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, généralement, on fait un premier jour sur sur la question du cadre et de la posture. Et donc là, c'est vraiment sur, en fait, quels sont les outils que tu peux utiliser pour créer, en fait, un rapport sain, un rapport intelligent, un rapport humain, un rapport horizontal avec les gens avec lesquels tu fais l'atelier, comment tu construis tes différentes séances, comment tu réfléchis aussi ta posture en fonction des discussions qu'on vient d'avoir sur les questions politiques, les biais, etc. On fait un deuxième jour sur de la théorie. Quand je dis sur de la théorie, on fait quand même des outils, c'est-à-dire qu'on fait souvent un arpentage de textes, donc on fait 4 ou 5 groupes, on donne 4 ou 5 textes, et ensuite tu bosses le texte et tu dois restituer le texte au reste des groupes, mais sous la forme d'un jeu ou d'un outil d'éducation aux médias. Et le troisième jour, on fait de la pratique. Et donc la première session de l'école libre, on avait ramené une dizaine de jeunes qu'on connaissait, qui voulaient bien jouer les cobayes. La deuxième session, on avait ramené 3 profs. Et du coup, on avait mis 5 journalistes à chaque fois en groupe avec des profs. Et où du coup, ils avaient bossé. Et là, la dernière édition à Roubaix, on fait une troisième journée de rencontre avec des profs, des animateurs de centres sociaux et des éducs. Et l'idée, c'est de monter des projets qui pourront être mis en place après l'école libre. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Bonne promo. Très bien, bah, Mais du super. coup, ce serait cool, si on continue à discuter, on pourrait réfléchir à en faire une ensemble. Bah ouais, carrément. Oui, oui, oui. Faire quelque Oui, chose parce que ici, ce serait chouette, ouais. tout à fait. Il peut y avoir des structures qui peuvent accueillir. Tu pensais à la DRAC, mais il y a peut-être d'autres structures qui peuvent financer. On a été financé aussi par la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, dans le Nord. Et là, on a demandé une grosse subvention à une fondation qui s'appelle la Fondation Un Monde par Tous, qui finance pas mal de médias associatifs, etc. Bon, on ne sait pas si on l'aura, mais on essaie de taper dans ce genre de trucs, quoi.
c'est artisanal après. Enfin, je vais pas vous dire que on se régale financièrement parlant, mais on essaye, on essaye de vivre un peu mieux. C'est ça. Non, non, mais oui, ici aussi, c'est un peu artisanal hein, des fois. Hein, quand on monte les budgets. Déborah est là, c'est la salariée du club qui relie nos dossiers et tout. Et quand il faut boucler les budgets, c'est toujours un peu. Ouais, on est C'est d'accord. la joie du monde associé. Ouais. Moi, j'oublie toujours ce que j'ai écrit 6 mois avant. Donc, bref, c'est tout un petit bazar. Quoi. Voilà. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Et bah ouais, on se tient au courant pour la suite. Yes, ça marche. Très bien. Merci Merci à vous, en beaucoup. tout cas. Ouais, Au revoir, salut, Lucas. bonne soirée. Salut tout le monde. Allez. Salut.